Bonjour à tous, donc dans une vidéo récente sur le petit théorème de Fermat, je vous avais parlé du grand théorème de Fermat, et je vous avais promis le cas n égale 4. Maintenant qu'on a fait les triplets pythagoriciens, on va pouvoir s'y affairer. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le grand théorème de Fermat? Petit rappel. Donc, le grand théorème de Fermat, il nous dit qu'il n'existe pas de solution à l'équation xn plus yn égale zn, avec x, y, z des entiers qui sont strictement positifs. Donc, en gros, déjà deux petites remarques. Si on prend n égale 2, bien sûr, il y a des solutions, ce sont les triplets pythagoriciens, x carré plus y carré égale z carré, le triplet le plus simple étant 3, 4, 5, 3 carré, 9 plus 4 carré, 16, égale 5 carré, 25. Maintenant, si au lieu de prendre x, y, z strictement positifs, on les prend juste positifs, ça veut dire qu'on peut s'accorder éventuellement un 0. On a des solutions dites triviales en prenant x égale 0 et y égale z. Bien entendu, on aura y exposant n égale z exposant n. Et du coup, ça marche. Ou le contraire. On peut prendre x et y égale 0 et x égale z. Voilà. Et même en s'accordant des négatifs, on pourrait faire des trucs du type mettre 2 exposant n d'un côté, plus 0, et de l'autre côté mettre moins 2 exposant n, dans le cas où n est pair. Mais bon voilà, bref, ça reste des solutions pas très intéressantes. Ici, le but, c'est de démontrer qu'il n'y en a pas quand ce sont des entiers strictement positifs. Donc, déjà, l'objectif de cette vidéo, c'est de démontrer le cas n égale 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre x, y, z, une solution de l'équation, et montrer que ça engendre une absurdité. Du coup, la première question, ça va être de montrer que x4 plus y4 égale c carré est une solution qu'on peut déduire de l'équation au-dessus. Sachant que, attention, hein, c'est peut-être maladroit de ma part, mais si on a une solution comme ça, de x4 plus y4 égale z4, en déduire une solution de cette forme avec x, y, c premiers entre eux, les x et les y sont pas forcément les mêmes que la solution de base. C'est peut-être mal choisi de ma part. Donc, on va s'affairer à cette première question. Donc, soit le couple x, y, z, une solution de l'équation. Solution de E. Alors, bien sûr, on a ce qu'on a écrit juste au-dessus. Si c'est solution de l'équation, ça vérifie ça. Du coup, si ça vérifie ça, donc, on peut prendre leur PGCD de x, y, z. Le but c'est d'avoir des trucs premiers entre eux, donc ce qu'on va faire c'est diviser par le PGCD. Donc on peut prendre D qui est égal à x et y et z. Et là ce que je fais c'est que je divise par le PGCD de chaque côté et ça revient à la même chose que quand on avait les triplets pythagoriciens. Je vous laisserai éventuellement vérifier si ça vous intéresse. Donc, du coup, si je prends x sur d, son PGCD avec, si j'arrive à taper mes mots en entier, son PGCD avec, mettre un slash, son PGCD avec y sur d, et z sur d, là le PGCD de ça, ça et ça fait 1. Donc ça hein, c'est assez facile. Quand on divise trois nombres par leur PGCD, le PGCD qu'on obtient c'est 1. Si ça ne vous dit rien, je vous laisse aller revérifier sur la vidéo du cas des triplets pythagoriciens. Donc déjà, on a un premier truc, hein, on les voulait premiers entre eux 2 à 2, mais déjà on a que x, y, z
sont premiers entre eux dans leur ensemble. Je vais réussir à taper un mot. Alors, de plus, en fait, ils sont premiers entre eux 2 à 2. Donc, si on imagine qu'on a un K, donc un K prendre dans N, tel que du coup donc K divise A, K divise B, K divise X, non, K divise X et K divise Y. Bon, alors il faut de ça, c'est pour le cas où on a XY premier entre eux 2 à 2. Après, il faudra le faire avec YZ et XZ, mais on va pas s'embêter à le faire 3 fois parce que ça marche à chaque fois pareil. Donc X divise K divise X, divise X, et K divise Y. Du coup, on a K divise X, K divise Y. En particulier, on a K4 qui divise X4. Ça, c'est un premier point. Et bien entendu, on a... Je peux pas copier une formule? Comment je fais ça? Comme ça. On a K4 qui divise X4, K4 divise Y4. Donc, en particulier, il divise la somme des deux. Je suis dans mon truc là. Et ça, la somme des deux, ça fait Z4. Donc en particulier, on a K qui divise Z. Et donc, on trouve K égale 1. Pourquoi on trouve K égale 1? Car on a X, Y, Z. Car X, Y, Z sont premiers entre eux. Donc ils sont premiers entre eux. S'il y a quelque chose qui les divise tous les trois, c'est 1. Donc ça, c'est un premier point. Donc, on a X, Y, Z premiers entre eux 2 à 2. Bien entendu, hein, on a... Oui, donc... Ouais. C'est maladroit d'avoir utilisé des... Là, j'aurais dû mettre des fracs un peu partout. Excusez-moi. En fait, je l'ai fait en supposant que X, Y et Z étaient premiers entre eux dans leur ensemble, mais ce que je considérais, c'était pas X, Y, Z, c'était X, Y, c'était X sur D, Y sur D, Z sur D. Bon, ce qui, dans l'absolu, change pas grand-chose. Si ce n'est qu'à chaque fois, j'ai à rajouter ça. Oh. Ah, il met automatiquement deux trucs quand je fais des divises. Ça, c'est pas cool. Donc, voilà. Et vu qu'on a X sur D, Y sur D premiers entre eux dans leur ensemble, ils sont premiers entre eux 2 à 2 du coup. Donc,
x sur d, y sur d, et z sur d. Donc, ils s'étaient promis entre eux dans leur ensemble. Maintenant, on montre qu'ils le sont 2 à 2. Donc 2 plus, bien sûr, le triplet x sur d, y sur d, z sur d, celui-là même. Ah. Ce triplet-là est solution de E. Pourquoi il est solution de E? En fait, c'est ce qu'on vient de vérifier, c'est ce qu'on a marqué ici. C'est ce qu'on a marqué ici, hein, x exposant. Pourquoi il va pas me mettre mon exposant au-dessus, là? Oh, c'est un peu pourri, il a pas assez de place sur la formule. Ah non, c'est parce que il me met mon exposant au-dessus, mais en fait au-dessus d'une fraction. C'est un peu joli. L'exposant, bien sûr, il est pas sur le x, il est sur le total. Là, ça a une jolie tête. Et on va juste rajouter des parenthèses à chaque fois, ce sera plus sympa. Et là, on a vraiment l'impression que c'est un exposant. En fait, c'en est un. Et voilà. Donc, la solution de E, c'est ce qu'on a ici. J'ai la flemme de l'écrire, donc je marque trivialement. Solution qu'on emploie souvent en physique, j'ai l'impression. Et du coup, pour voir que ces solutions, hein, c'est facile, hein, c'est la même chose que cette ligne avec des sur D4 partout, hein, bien entendu. Mais du coup, ce que je voulais là, c'est pas exactement ça. Là, j'ai une solution de E avec x, y, z premier entre eux. Moi, ce que je veux, c'est une solution de E', comme ça, là. Mais du coup, en posant, donc, en posant C qui est égal à... Est-ce que je veux mettre une formule? Voilà. C égale Z sur D, le tout, au carré. On a bien sûr ce truc-là, là, qui est solution de E'. Pourquoi? Parce que Z sur D au carré, ça fait Z4 sur D4. Donc c'est solution de E'. Et bien entendu, ces nombres-là, ils sont promis entre 2 à 2. Ça, on l'a dit plus tôt. Avec un X, c'est plus joli. Et donc, là, j'avais x, y, z sur d, mais si je prends z sur d au carré, il est toujours premier. Le fait de le mettre au carré fait qu'il est toujours premier, hein, c'est toujours ces mêmes décompositions en facteurs communs, les mêmes diviseurs. Et du coup, ils sont toujours premiers entre eux, 2 à 2. Et voilà qui termine cette première question. Je vais insérer un petit saut de page. Comment je fais ça, moi?
Bon, je vais sauter des lignes jusqu'à... Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que ça marche? Non. Bon. Ah, c'est problématique quand même. Bon. On va commencer la question 2. Et ça sera dégueulasse, c'est pas grave. Donc, la question 2, sur quoi elle porte? Elle nous dit qu'il nous faut justifier qu'on peut supposer x impair, y pair et z impair. Donc, x impair, y pair et z impair, qu'est-ce que ça donne? Et du coup, c'est pas z, c'est c. Donc, là en fait ça va être un peu la même chose que ce qu'on avait fait pareil avec les triplets pythagoriciens. Déjà, le cas x pair, y pair est exclu, car x, y sont combinés entre eux. Donc ils peuvent pas tous les deux être multiples de 2. Le cas x impair, y impair est exclu également, car sinon on pourrait prendre un K et un K' dans N, hein, qui sont pairs. Il y en a un, vu qu'ils sont tous les deux impairs, on peut les écrire tous les deux sous la forme de K plus 1. Qui ne ferait pas de mal. Donc on peut prendre K et K' dans N, tel que, donc on a x qui est égal à 2k plus 1 et y qui est égal à 2k plus 1 aussi, à 2k prime plus 1, parce qu'ils sont tous les deux impairs. Donc ça c'est toujours le réflexe à prendre quand on vous dit un nombre pair, un nombre impair, bien entendu. Et donc, on avait x exposant 4 plus y exposant 4 égale z exposant 4. Là, ça nous fait x exposant 4 qui est égal à, donc x exposant 4 plus y exposant 4. Ça, c'est égal à, du coup, il faut tout mettre à des exposants un peu élevés, mais on va le faire. Donc 2k plus 1 exposant 4, normalement c'est 16k4 plus 4 fois 8, 32 k, je suis sorti de mon truc, plus 32k3 plus, donc là ça me fait, là ce que je suis en train de faire c'est un binôme de Newton, hein. Du coup avant c'était 4 fois 2 exposant 3, donc 8 k exposant 3. Maintenant ce que je fais c'est 6 fois 2 exposant 2 k exposant 2, 6 fois 2, 6 fois 4, 24. Hop là, k carré.
plus, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est 4 fois k exposant 1 fois 2 exposant 1, c'est-à-dire 8k, plus 1, plus 3 petits points, parce que j'ai la flemme, plus 1. Alors, c'est la même chose avec des k'. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on a tout qui est multiple, on a tout qui est multiple de 4, et à la fin c'est un plus 2. Donc, ça c'est congru à 2 modulo 4. Et ça c'est absurde, car c carré, c'est le carré d'un nombre pair, et ça c'est congru à 0 modulo 4. Pourquoi? Parce que si je prends un nombre pair au carré, c'est un multiple de 4. Voilà. Donc ça c'est pour le cas x impair, y impair qui est donc exclu. Je vais prendre quelques lignes de plus comme ça. Ah mais ça me saute mes pages automatiquement. Oh, c'est magnifique. Et du coup, on a... on peut supposer donc x impair, y pair. X pair, y impair, on avait marqué quoi là? X impair, y pair, je pense. Ouais, on peut supposer x impair, y pair. Quitte à inverser x et y. Parce que oui, les deux cas qui restent, c'est x impair, y pair, x pair, y impair. Mais bon, on s'en fixe un, c'est plus facile à manipuler. Voilà. Donc ça c'est pour la question 2. On en déduit c impair. Ça c'est parce que, bien entendu, x impair plus y pair, quand on somme leur carré, ça fait un nombre impair, et donc c à son carré impair, il est impair. Voilà. Donc maintenant, on va en déduire que on peut prendre a et b dans n tel que x carré égale a carré moins b carré, y carré égale 2ab, et c égale a carré plus b carré. Donc ça c'est la vidéo d'avant sur les triplets pythagoriciens. Ce qu'on est en train de dire, c'est juste que x, y, c, c'est une solution qui est dite primitive, c'est-à-dire avec x, y, c promis entre eux. Alors x carré, y carré et c, c'est une solution de l'équation de Pythagore. On a x carré carré plus y carré au carré égale c carré. Avec x, y, c promis entre eux, et avec x qu'on a supposé impair, et donc on peut les écrire sous cette forme-là. Donc voilà, on est parti, on l'écrit. Donc, on a déjà le couple x carré, y carré, virgule c. En dessous la virgule, ça serait mieux. Triplet pythagoricien. Triplet pythagoricien primitif. Ça veut dire... ça veut dire que x carré, y carré, c sont promis entre eux. Avec x carré impair. Alors, pourquoi ça importe x carré impair? Parce que sinon, dans notre triplet pythagoricien, on n'écrirait pas x carré égale a carré moins b carré, mais ça serait y carré qui serait égal à a carré moins b carré, et x qui serait égal à 2ab. Donc c'est important le x impair. Avec x carré impair. Donc, par la définition... parce qu'on a établi dans la vidéo précédente sur les triplets pythagoriciens, on peut prendre, donc, bien sûr, a et b dans n, tel que
Donc, je vais y arriver. Dès que, donc, x carré, ça soit égal à a carré moins b carré. Et vu que j'ai la flemme de réécrire tout le reste, hein, ça c'est juste appliquer les résultats de la vidéo précédente sur l'équation de Pythagore. Je fais un petit copier-coller. Petit copier-coller, j'ai dit. Voilà, donc x carré, bah c'est a carré moins b carré, y carré c'est 2ab, et c c'est a carré plus b carré, avec a et b pris dans n, et on va même se payer le luxe de les prendre dans n étoiles. Alors pourquoi dans n étoiles? Sinon, si on les avait pas pris dans n étoiles, on aurait b qui fait 0 ou a qui vaut 0. Auquel cas, si b vaut 0, on a x, y, c qui sont tous des multiples de a. Hein. D'un côté, ça fait a carré, 2a, a carré. C'est absurde, on les a pris premiers entre eux. Et même chose, si on a a qui vaut 0, tout est multiple de b. Et voilà pour cette question. Je crois que c'était tout. Ah non, il faut dire qu'on peut prendre a, b, premier entre eux, mais ça, c'est encore... Ça, c'est encore un résultat de la vidéo précédente. Et maintenant, on passe à la question suivante. Donc la question suivante qui nous demande de montrer qu'A et B sont premiers entre eux. Non, ah non, sont premiers entre eux, on l'avait dit, mais qui sont premiers avec X. Donc, on veut montrer qu'A et B ils sont premiers avec X. Comment on fait ça? Donc, en fait, ça vient du fait que on a y carré. Oups. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il me veut avec mes y? Voilà. Donc y carré, on a dit que c'était 2ab. Et x et y, ils sont premiers entre eux. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'x et y sont premiers entre eux? Ben, ça veut dire qu'il n'y a aucun facteur en commun entre y et x. Donc x, y sont premiers entre eux, mais en fait on peut dire la même chose de x, y carré, bien entendu. Hein. X, y carré sont premiers entre eux, et y carré, ben il est multiple de a et de b. Donc 2ab et x sont premiers entre eux, ils n'ont aucun diviseur en commun, et du coup ben ça fait que a et b n'ont aucun diviseur en commun avec x, ce qui fait du coup que x est premier avec a et b. Bon, je vais le rédiger un peu plus, sinon ça fait une question un peu pauvre. Donc x est premier avec 2ab. Puis x est premier avec a et avec b. Voilà, bah ça si x est premier avec un produit de a et de b, hein, bien sûr le PGCD de x et de 2ab c'est 1, donc le PGCD de x et de a c'est 1, et le PGCD de x et de b c'est 1. Et voilà pour cette question. Et on passe à la question 5. Donc, la question 5, elle nous dit qu'on doit en déduire qu'on peut trouver x égale... Alors, on peut trouver m et n premiers entre eux dans n, tel que x égale m carré plus n carré, p égale 2mn et a égale m carré plus n carré.
Donc ça, on le voit facilement, hein. Là, encore une fois, du triplet pythagoricien et solution de l'équation de Pythagore, hein. Et du coup, ça veut dire que quelque part un peu plus haut, on a une équation de Pythagore. Ça ressemble à des carrés partout. C'est le seul endroit où il y en a. Et tiens, si on passe le b de l'autre côté, ça fait x carré plus b carré égale a carré, c'est une équation de Pythagore. Donc, on a. Donc déjà, x carré plus b carré égale a carré. Avec, donc, ABX premier entre 2 à 2. Et toujours x impair, hein. Il l'était avant, donc il l'est toujours x impair, du coup b pair et a impair, bien sûr, hein. Et toujours x impair. Donc, on peut prendre, comme d'habitude, mn, que je vais prendre dans n étoiles, tel que, et donc là, c'est encore une fois la même chose, hein, x s'écrit sous la forme m carré moins n carré, b s'écrit sous la forme 2mn, a s'écrit sous la forme m carré plus n carré. Premier entre 2 à 2, solution de l'équation de Pythagore, hein. Donc triplet pythagoricien, c'est deux façons de dire la même chose. Je précise quand même parce que c'est toujours plus joli de le marquer Pythagore avec une majuscule, c'est toujours plus sympa. Et voilou pour cette partie. Donc on peut prendre mn toujours premier entre eux, hein. Ça c'est encore dans les résultats sur les triplets pythagoriciens. Et on passe à la question d'après, qui va ressembler à la question là, question 3, question 4, question 5, question 6, ça se ressemble un peu, parce qu'en fait à chaque fois on fait un peu la même chose, c'est des histoires de triplets pythagoriciens. On montre, je vais pas réécrire la question, c'est un peu stupide, on va montrer que m et n sont premiers avec a. Donc mn sont premiers avec a, d'où ça sort? Donc en fait ça sort du fait qu'on a b qui est égal à 2mn, b qui est premier avec a, parce que b premier avec a on l'a dit plus tôt, b égale 2mn, b premier avec a, et donc mn premier avec a. Là on va peut-être même juste pouvoir faire les gros feignants. Donc on a B, ça fait 2mn, et A et B sont premiers entre eux. Donc A est premier avec 2mn, puis A est premier avec M, et avec n, c'est le même raisonnement que précédemment, voilà, hein. Mais on avait dit que c'était 2mn, a et b sont premiers entre eux, donc a est premier avec 2mn, il est donc premier à la fois avec m et à la fois avec n, et on a fini avec cette question. Plutôt sympathique et rapide à écrire. Question 7. Question 7. Hop là. Il faut prouver que l'on peut prendre x1, y1 et c1 tel que m, ça soit x1 carré, n, y1 carré, et a égale c1 carré. Autrement dit, il faut prouver que m, n et a sont des carrés. Donc, comment on fait ça? Donc, un peu plus haut, on avait
fait, on veut montrer que ce sont des carrés, et il y a un moment où on sait que le produit de certains d'entre eux, ce sont des carrés. Donc on va réutiliser ça. Y carré, c'est 2AB. Et en même temps, on avait B qui est égal à 2Mn. Donc y carré égale 2AB, B égale 2Mn. Ça fait bien entendu, hein, Y. Donc Y carré, ça c'est égal à 2AMN. 4. 4. 2 fois 2 égale 4. Ah. 2 fois 2 égale 4, normalement c'est un résultat connu, je crois. Tel que Y carré égale à Mn. Or, donc A, M et N sont premiers entre 2 à 2. Donc s'ils sont premiers entre 2 à 2, étant donné que Y carré c'est égal à 4 à Mn, c'est la même chose que ce qu'on avait fait avec les triplets pythagoriciens. Hein. Bon, déjà on peut dire Y sur 2 au carré égale à Mn. Et en fait l'idée c'est que A, M et N, si c'est pas des carrés, ça veut dire que qu'il y en a un dont il y a, quand on prend sa valuation, l'évaluation p-adique de tous ces nombres premiers, il y a une valuation p-adique qui est impaire. Bah non, parce que en effet, si toutes les valuations p-adiques elles étaient paires, ça serait un carré. Donc on a une valuation p-adique qui est impaire, par exemple dans A. Or Y carré, bah ça c'est un carré, hein. Donc toutes ces valuations p-adiques, elles sont paires. Et du coup, vu que A, sa valuation p-adique est impaire, ça veut dire qu'il faut un autre nombre. La valuation p-adique pour P un nombre premier donné, hein, est impaire. Ça veut dire qu'il y a un autre nombre M dont la valuation p-adique de ce nombre P est non nulle, vu qu'elle doit être impaire, pour avoir la valuation p-adique du produit qui est paire. Et donc ce nombre premier diffuse à la fois A et M, ou A et N, ou M et N, en fonction de qu'est-ce qu'on a choisi en fait. Et c'est absurde car ils sont premiers entre eux. Donc en fait, à chaque fois que vous avez un carré qui est un produit de nombres premiers entre eux, que vous avez un cube qui est un produit de nombres premiers entre eux, que vous avez Y exposant N qui a produit de nombres premiers entre eux, ça veut dire que Y, ça veut dire que tous les produits sont des puissances de N. Voilà. Donc là c'est avec le carré, hein. Si vous voulez un peu plus de détails là-dessus, il faut retourner sur les équations de Pythagore. C'est un peu pénible à écrire, donc je ne le refais pas. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on a donc A, M et N sont des carrés. Donc ça, c'est des carrés. On en déduit le résultat demandé. Oui, j'ai la flemme de réécrire que on peut prendre des bidules tels que ce soit les carrés. Ce qui est important, c'est que les bidules, on a décidé de les noter x1, y1, c1. Donc là, il faut en déduire que x1, y1 et c1 sont solutions de E'. Donc, comment on vérifie ça ? Donc, il faut vérifier que c'est des solutions de E'. Des solutions de E', ça veut dire qu'on va mettre un exposant 4 plus l'autre exposant 4, et ça va faire C'. Du coup, on le rappelle, hein, x1, y1, c1, ce sont les racines de m, n et a. On a envie d'une équation où interviennent m, n et a. Tiens, on a a qui est égal à m carré plus n carré. Si on remplace tout ça dans cette équation, on trouve bien le résultat obtenu. Donc, je vais prendre... On a ça déjà, et on a aussi ça.
Donc, en remplaçant, on trouve que alors je remplace dans M, ça fait x1 exposant 4. Qu'est-ce qu'il me fait avec mes exposants là? Ça marche mieux dans ce sens-là ou pas? Ah, la dernière fois ça marchait, ça c'est terrible. Avec les carrés ça marche. Comment j'avais fait ça? Ne pas se poser de questions. You. C'est contrariant. Donc, x1 le tout à la puissance 4. Si je le ajoute, donc m carré, hein, x1 à la puissance 4. Si je le rajoute y1 à la puissance 4, ça me donne donc A, c'est-à-dire c'est un carré. Donc, il faut que je dise qu'ils sont solutions de prime. Et puis je vais rajouter un petit truc qui va me permettre d'en faire un peu plus un peu par la suite. Je pourrais le mettre, voilà. Je pourrais le mettre directement dans cette question, ça serait plus malin. Et du coup, et promis entre eux 2 à 2. Donc ils sont solutions de prime, hein, x4 plus y4 égale c4, égale c carré. Donc ainsi, ah oui je suis remonté parce que je voulais faire le feignant et copier-coller. Ça c'est solution de prime. De plus, donc A et N sont premiers entre eux. Deux à 2. Donc si A et N sont premiers entre eux 2 à 2, bien entendu, hein, quand je prends leurs racines, elles sont premières entre elles 2 à 2. Donc on a la même chose pour ça. Donc, nouvelle section. On arrive bientôt au bout. La question 9, ça me demandait de dire qu'il fallait que je vérifie que 0 était strictement inférieur à C1, qui est strictement inférieur à C. Donc déjà, C1, c'est la racine de A. Or A, j'ai dit plus haut par ici que je l'avais pris dans une étoile. Donc, j'ai A dans une étoile. Et j'ai A égale C1 carré. Donc C1 c'est la racine de 3. Bien entendu. J'ai C1 qui est strictement supérieur à 0. Ça c'est un premier point. Ensuite, j'ai C1 qui est strictement supérieur à 0, mais je veux montrer aussi qu'il est strictement inférieur à C. Ça découle d'une de mes équations un peu plus haut. Donc, C1 carré c'est A. Et C c'est A carré plus B carré. Donc ça je peux le réécrire. Du coup C1 en fait ça va être
Donc, vu qu'on a C qui est égal à A carré plus B carré, et que A, c'est C1 carré, ça nous fait C1 4 plus un entier positif, et du coup, C est plus grand. Donc C, ça nous fait la même chose, en fait, mais avec un C1 4 à la place du A carré. Or, on a B strictement supérieur à 0, parce qu'il est dans une étoile, hein. Et donc, on a C qui est strictement supérieur à C1, bien sûr C1 4, c'est plus grand que C1, parce qu'on est dans les entiers. Et voilà, on a fait les deux premières choses qu'on nous demandait dans cette question, et maintenant il faut conclure. Alors, comment on conclut à partir de ça? En question 10, ça sera plus sympa. Puis ça sonne rond, 10 questions. Conclure. Hop là. Comme ça, je prends un peu d'espace. Donc la question 10. Donc on a je vais y arriver. Du coup, on a ça qui est solution de E'. Avec ceux-là qui sont promus entre eux 2 à 2. Donc parmi x1 et y1, vu qu'ils sont solutions de E', on peut supposer x1 pair, impair. Et du coup, vu qu'on peut supposer x1 impair, en fait, qu'est-ce que c'est ces conditions-là? C'est là où on en était arrivé jusqu'ici. On avait un triplet pythagoricien, primitif, avec les trucs premiers entre eux, et un nombre impair. Et là, on pouvait appliquer l'équation de Pythagore. Alors là, je vais pas me ramuser à appliquer l'équation de Pythagore, mais du coup, de tout ce qu'on a fait avant, on en déduit qu'on peut trouver. En fait, on réapplique le processus. x2, virgule, y2, et C2. Alors, quand est-ce que je suis sorti de cette parenthèse? Ici. Donc x2, y2, A, et C2. Donc qui sont solutions de prime. Et avec, bien entendu, avec tout ce qu'on a marqué là. Et il y avait un petit argument en plus. On avait cette inégalité. Cette inégalité qui nous disait on a C1 plus grand que 0, C plus grand que C1. Donc en fait, en une fois, ça nous donne 0 plus petit que C1, strictement inférieur à C. Donc, et du coup,
Ouais. Hop là. On avait 0 strictement inférieur à C1, strictement inférieur à C. Là, ça nous donne 0 strictement inférieur à C. C2, strictement inférieur à C1. Voilà. Donc, en fait, on a trouvé encore une nouvelle solution. Ce qu'on fait, c'est qu'on itère le processus. On construit une suite du coup qu'on va appeler, je sais pas, ouais, alors on construit déjà la suite des triplets. Donc on construit une suite xn, donc pour peu qu'on appelle x, y, pour peu qu'on appelle x, y et n, non, x, y et c, parenthèse. Ferme-moi cette parenthèse. Oui, donc je disais pour peu qu'on appelle x, y et c, c'est C0, C1, oh ça m'a saoulé. En fait, l'idée c'est qu'on peut construire une suite de triplets solutions. Et en plus d'une suite de triplets solutions, en particulier, on peut construire une suite, ouais, on va dire de triplets solutions. Et cette suite, on réessaye, c'est la suite des xn. Donc c'est une suite de couples, donc normalement j'ai envie de mettre beaucoup de parenthèses. On va les ouvrir dès le début, j'ai l'impression qu'il aime bien comme ça. Voilà. Donc la suite des xn, yn, c'est n. Donc avec n dans n. Ah non, si je veux mettre une suite, il est là. Ouais, c'est une suite de couples, donc c'est pour ça qu'il y a deux parenthèses les unes à la suite des autres. Hein. Et je peux construire cette suite. C'est une suite de triplets qui sont solutions de E'. Ça, c'est pour peu qu'on pose. Parce que là, bah, je l'ai pris dans n, donc x0, y0, c0, je les avais pas définis. Donc on va le faire là un peu proprement. x0 égale x. En fait, c'était là les premiers, je les avais pas appelés x0, y0, c0 au début parce que c'est pénible de se trimballer des zéros tout le long. Mais maintenant, on peut les renommer comme ça. Hein. Comme ça nous fait une jolie suite. Et du coup, C0 égale C. En particulier, là j'ai construit une suite de triplets, mais on peut construire, tout simplement, la suite des CN. Je peux tout simplement construire la suite des CN. Or, j'ai 0 plus petit que C2 plus petit que C1, j'ai 0 strictement inférieur à Cn plus 1 strictement inférieur à Cn. Donc, or, ma suite c'est n. Est strictement décroissante. Et à valeur dans n.
Et ça, c'est totalement absurde. Alors, valeur même dans n étoiles, si je veux être rigoureux, parce que c'est strictement supérieur à 0, hein. Et la valeur dans n étoiles. C'est tous des entiers strictement supérieurs à 0. Ça, c'est juste absurde, en fait, hein. Une suite strictement décroissante de valeurs dans n étoiles, hein. Imaginons que je prenne le premier terme qui est 6598. Après une étape, je serai à 6597 au maximum, et après 6698 étapes, je serai à 0 au maximum. Donc en fait, si je descends strictement dans les entiers, il y a un moment où je finis par arriver à 0, et donc je peux pas avoir une suite à valeur dans n étoiles strictement décroissante. C'est absurde. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est absurde ? Ben tout simplement déjà que je ne pouvais pas avoir une... En fait, je ne pouvais pas itérer ce processus. Mais ce processus, j'avais le droit de l'itérer tel quel. Et en fait, si je ne pouvais pas itérer ce processus parce que ça veut dire que l'étape initiale, il était faux. Ça veut dire que ça marchait pas pour x, y, c n'était pas solution de E'. Et si j'ai x, y, c qui est pas solution de E', en fait, il n'existe pas de solution de E'. Et donc, il n'existe pas de solution de E. Parce que j'avais supposé pour x, y, z en général. Donc l'équation E', et du coup l'équation E, hein. Ouais, bon, je peux mettre directement l'équation E. N'a pas de solution. Ouais, sur une page c'est plus joli, hein. Donc l'équation E n'a pas de solution. Et voilà, ben, qui conclut cet exercice, hein. L'équation E, c'était celle-ci. Elle n'a pas de solution, bon, pour x, y, z, strictement positif, bien entendu. Et du coup, on vient de démontrer le théorème de Fermat dans le cas n égale 4. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à une prochaine. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter un petit temps sur l'arithmétique, et on va passer à l'analyse asymptotique, avec en particulier les notations de Landau bientôt. À une prochaine.